Mais qu'en est-il du contrôle technique de véhicules et engins roulants initié par le gouverneur Kimbuta? Antena, le journal, Patricia Amouli. Merci de l'attention que vous allez accorder à cette grande édition d'informations sur votre chaîne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le naufrage du lac Albert continue à défrayer la chronique. C'est mercredi 9 avril 2014 à l'Assemblée nationale. 2 membres du gouvernement, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, et son collègue des Affaires sociales, Nawej Mundele, se sont attardés à éclairer les élus sur les circonstances du naufrage survenu le 22 mars dernier et la prise en charge des survivants. La suite avec Laïnbou Fantombungu et Blaise Nda. Venu à l'Assemblée nationale pour répondre à la question d'actualité avec et sans débat concernant les circonstances ou la description tragique du naufrage survenu le 22 mars dernier sur le lac Albert, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a indiqué que l'accident était dû à l'état de vétusté de l'embarcation, au manque de qualification du personnel navigant ainsi qu'à la surcharge, car le nombre de passagers serait de 251 pour une capacité normale estimée à 50. C'est dans cette perspective, a renchéri le ministre des Affaires sociales, que 2 missions gouvernementales ont été dépêchées en Ouganda pour porter secours aux rescapés et aux familles endeuillées notamment. Sur place, a poursuivi le ministre Charles Nawej Mundele, l'action du gouvernement a porté sur l'inhumation des corps, la remise des stocks importants des médicaments, à l'accélération de l'identification des familles endeuillées ainsi qu'à l'appui en kit familial. Au regard de l'indignation que ce naufrage a suscité au sein de l'opinion nationale et internationale, il y a lieu de s'interroger sur le bien fondé du contrôle parlementaire, car pour les observateurs avertis, le contrôle parlementaire est devenu une routine. Que pour ceux qui cherchent à savoir s'il y a satisfaction ou pas, moi je note que dans un premier temps, il y a eu des réponses aux différentes questions que je posais. Et en ce qui concerne l'aspect lié à l'usage dont on fait de tous les actes que nous posons, moi je crois que nous nous conformons tous à la loi et il revient à la population également de faire son travail. Le travail de la censure des gestionnaires ne doit pas qu'être le fait des députés que nous sommes. Nous nous convoquons, les gestionnaires se justifient, font des promesses, c'est à la population de les juger. Qu'à cela ne tienne, il appartient au gouvernement, avec l'appui du Parlement, de tout mettre en œuvre pour que pareil événement ne se reproduise plus. Il faut noter aussi que le ministre de l'ITPF, Dolin Kassochi, a aussi répondu aux questions des députés nationaux sur la spoliation des immeubles de l'État. Parlement toujours, le rôle du parlementaire dans la lutte contre la corruption, c'est l'un des thèmes débattus au cours du séminaire organisé par les députés nationaux du réseau des parlementaires africains. L'objectif de ces séminaires est de voir l'Assemblée nationale élaborer 2 lois pour lutter efficacement contre ces fléaux. Laïnbou Fantombungu et Blaise Nda ont pris part à la cérémonie de clôture ce 9 avril. Reportage. La corruption s'est aggravée en République démocratique du Congo malgré l'adoption de nouvelles lois anticorruption. Seule une réelle volonté des dirigeants congolais peut permettre d'extirper ce mal dans la société congolaise. C'est autour de cette question que les députés nationaux, membres de la commission ECOFIN, se sont réunis au Palais du Peuple durant 2 jours pour trouver des voies et moyens susceptibles de mettre fin à la corruption. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, représentant personnel du président de l'Assemblée nationale, s'est dit satisfait du déroulement des travaux. J'ose espérer que ces 2 jours nous ont permis d'apprendre et d'acquérir des compétences et le savoir nécessaire que nous allons mettre au profit du développement des structures du pays afin de mettre définitivement fin à ces fléaux. Pour les participants, ce séminaire est tombé à point nommé. Je peux dire que oui, mais aussi nous sommes aguerris et il faut commencer quelque part parce que le Parlement doit élaborer des lois pour prévenir et lutter contre la corruption. Et le réseau des parlementaires africains, je crois qu'il est la bienvenue, comme il est né au mois de mars 2014. Et c'est très important et c'est très essentiel, surtout dans notre pays. Des nouvelles lois anticorruption s'imposent pour mettre fin à cette antivaleur.
En bref, au Sénat, les élus ont accordé au pouvoir exécutif l'autorisation de la signature de la convention qui vise l'élimination des armes légères, petits calibres et munitions en Afrique centrale, située en plein cœur du continent, pays post-conflit. La République démocratique du Congo en a payé le frais durant des décennies. Les efforts multiples continuent à être fournis par les décideurs politiques pour la paix au Congo-Kinshasa. D'ailleurs, l'opinion se souviendra de l'opération des sensibilisations couplées des motivations, comme par exemple l'opération Armes contre un billet de $100 américains dans le but de nettoyer cette ville d'Afrique et en éliminer les engins de la mort. Nous allons quitter Kinshasa pour Bruxelles durant son séjour de travail en Belgique. Le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a participé au forum économique sur les opérations d'affaires en Afrique organisé par Africa Rise de la Villa de Charleroi. Ce forum a enregistré plus de 500 participants, notamment les chefs d'entreprise africains et des investisseurs belges. Reportage dans Momat. Lors de son intervention au cours du forum économique sur les opportunités d'affaires en Afrique, tenu à Charleroi du 1er au 4 avril, le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a présenté la nouvelle phase qui rêvait progressivement l'économie congolaise. Sur le plan économique, je sais que beaucoup d'entre vous ont encore à l'esprit, en mémoire, les chiffres extraordinaires de taux d'inflation à 4 chiffres, des situations de dépréciation monétaire toutes les heures. Eh bien, ce n'est pas le Congo que moi je connais, ce n'est pas le Congo dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le Congo dans lequel nous vivons aujourd'hui, permettez-moi de le dire, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres, pas seulement du Congo, mais même du Fonds monétaire international et de l'ensemble de la communauté financière internationale. C'est une des économies les mieux tenues, les mieux gérées aujourd'hui sur le continent. Le gouvernement congolais encourage par ailleurs les investisseurs privés, tant nationaux qu'étrangers, à investir en République démocratique du Congo. Voilà qui justifie l'assainissement du climat des affaires. Et c'est dans cette optique que dans la foulée des premiers textes qui avaient été adoptés en début du mandat du chef de l'État, notamment un code des investissements en 2002, code des investissements, code minier, code forestier, code du travail, nous avons depuis lors fait la transition sur le plan fiscal vers la TVA. Nous avons adopté une loi relative au marché public. Il s'est agi en effet d'une rencontre entre d'une part les entrepreneurs belges désirés de mieux connaître les opportunités d'affaires en Afrique et d'autre part des entreprises africaines qui souhaitent nouer des partenariats à l'international. Des retours à Kinshasa et précisément à l'est de la République démocratique du Congo où Médecins sans frontières MSF a demandé mardi à l'ONU et à l'armée congolaise de tout faire pour protéger la vie des centaines d'otages aux mains des rebelles ougandais qu'elles combattent dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon l'agence France Presse qui donne cette nouvelle, MSF s'inquiète du sort des personnes retenues en otage, parmi lesquelles pourraient figurer 4 de ses collègues congolais enlevés il y a 9 mois dans le territoire de Beni, dans le nord de la province du Nord Kivu. MSF demande que la protection des otages soit considérée comme une priorité, voulais-je dire, par les FARDC et la MONUSCO en opération dans cette partie du pays. Puisque nous parlons MONUSCO, sachez que le rendez-vous hebdomadaire a été respecté ce mercredi 9 avril au quartier général de la MONUSCO. La situation sécuritaire dans la partie est du pays ainsi que la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région du Grand Lac, Mary Robinson, sont là les différents sujets abordés. Avec la presse, Sylvie Fortuné-Mboula, Damien Maungu. Une accalmie relative a été observée dans la partie ouest de la République démocratique du Congo durant la semaine écoulée. Aussi, la force de la MONUSCO s'est réjouie de l'arrestation du chef Mai Mai accusé de recrutement et d'utilisation d'enfants. Selon le porte-parole de la MONUSCO, cela prouve aussi l'engagement du gouvernement congolais en faveur de l'éradication du phénomène des enfants soldats. Donc je ne pense pas que ça puisse empêcher la dynamique normale de se poursuivre dans la mesure où beaucoup de centres de regroupement ont déjà été mis en place dans l'attente d'une intégration future de tous les groupes et de tous ces maïmaïs qui ont exprimé leur volonté réelle d'aller vers le processus. Donc je ne pense pas que ça puisse casser ou briser une quelconque dynamique de réduction
de la part des groupes Maïmaï et Yakutumba qui, il faut le rappeler, avaient aussi exprimé bien avant son intention d'aller à une reddition pacifique, mais qui ne s'est pas jusqu'à présent matérialisée par des actes concrets. Il faut dire que l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac, Mary Robinson, a séjourné à Bukavu le mardi 8 avril 2014. Elle a apporté un message d'espoir et de paix aux autorités provinciales, à la société civile et aux associations de femmes. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba, a eu une séance de travail ce mercredi 9 avril 2014 avec l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Ouganda, Jean-Charles Okoto. Ils ont parlé de la coopération entre les deux pays et la feuille de route du processus de l'accord cadre d'Addis Abeba, la suite avec Sylvie Fortuné-Boula et Précieux Manganzoy. Le transfèrement de certains membres de l'ex-123 devant la Cour pénale internationale, les modalités de rapatriement de certains éléments de ces ex-mouvements se trouvant encore en Ouganda, ce sont là les différents sujets abordés par le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwamba, et l'ambassadeur de la RDC en Ouganda, Jean-Charles Okoto. La raison de ma visite aujourd'hui auprès du cordon, parce que jusqu'au moment où on n'avait pas encore été en possession de ces informations, je ne crois pas où est-ce que les gens de M23 devaient résider. Mais maintenant que nous sommes informés, la mutation entre l'Ouganda et l'Angola, cela pose aussi un certain problème que jusqu'à ce niveau, on ne peut pas devant la tribune de la télévision en parler. J'espère que le cordon prendra toutes les dispositions utiles au moment opportun, on vous tiendra informé. Le geste louable qu'a décidé de poser l'Ouganda a été salué par le coordonnateur du MNS dans la mesure où le pays signature de l'accord cadre d'Addis Abeba avait pris l'engagement de coopérer entre eux et la justice internationale. Jean-Charles Okoto a été aussi informé de la feuille de route du processus d'application de l'accord cadre d'Addis Abeba tel que planifié par le MNS. Près de 15 personnes auraient perdu la vie à la centrale de Brazzaville, affirmation faite par une victime que nous avons interviewée et qui relate le fait depuis que le Congolais de la République démocratique du Congo subissent des violences physiques par les policiers de Brazzaville. Reportage Dieu merci Nzom Mabiala. D'après cette victime, les Congolais de Kinshasa sont violentés suite à un drame qui s'est produit vendredi dernier à Brazzaville. En effet, une Brazzavilloise enceinte a été agressée et tuée par des personnes non identifiées. Partant de cela, la police du Congo d'en face s'est résolue de pourchasser les Congolais d'ici, vivant dans des taudis. Depuis le vendredi, nous ne circulons pas bien et nous ne mangeons pas. Et à la nuit, à partir de 16h, on encercle des quartiers. Si vous êtes interpellé, on prend le papier, soit on va chiffonner et on va dire que non, ce papier n'est pas bon. Nous sommes des êtres humains, pourquoi on peut nous traiter comme des animaux? Moi, je ne sais pas pourquoi j'aime le Congo. Le Congo, je l'aime beaucoup parce que je suis très à l'aise, mais quand je voyageais, c'était pas le cas, mais je vois maintenant là, c'est bizarre, on te regarde comme si tu es ni, c'est pas bien. Il y aurait même eu des morts. On amène les Congolais, on l'entasse dans les centrales. Il paraît qu'il y a plus de 15 Congolais, il y a 15 Congolais qui ont décédé là-bas. C'est vraiment regrettable et c'est bizarre. Depuis vendredi donc, les Congolais de la RDC vivant au quartier Wenze, Potopoto et Mongali font l'objet de rançonnement. Ils demandent à l'autorité compétente de leur fournir des papiers consulaires et de faire en sorte que le numéro vert de l'ambassade de la RDC au Congo-Brazzaville puisse être ouvert pour les appels en cas d'urgence. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a présidé ce mercredi 9 avril 2014 une séance de travail avec Tenke Fungurume Mining. Cette entreprise minière a présenté au chef du gouvernement les difficultés d'ordre fiscal et d'évacuation de ses marchandises. Une mission de la Banque mondiale séjourne depuis le 31 mars 2014 à Kinshasa, conduite par Manuel Luengo, spécialiste et senior en énergie au groupe énergétique Afrique de la Banque mondiale. Elle est venue superviser et évaluer l'état d'avancement des travaux financés par la Banque mondiale dans les secteurs de l'électricité à Kinshasa et au barrage d'Inga, Polydor Gaziami. La Banque mondiale apporte depuis quelques années un appui financier important à la Société nationale d'électricité pour la réhabilitation et le renforcement des équipements de production, de transport et de distribution de l'électricité. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire la mission de supervision et d'évaluation de l'état d'avancement des travaux en cours sur les terrains dans le secteur de l'électricité, mission qu'effectue depuis le 31 mars sa délégation à Kinshasa et dans le Bas-Congo.
À son arrivée à Kinshasa, cette délégation s'est entretenue avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité pour lui expliquer l'objet de sa mission. La visite des installations de la SNEL à Kinshasa par les experts de la Banque mondiale et de la RDC a été la première étape de la dite mission. En 3 jours, c'est-à-dire les 1er, 2 et 3 avril, ces experts ont visité les installations de la SNEL en pleine modernisation et les sites prévus pour la construction de nouvelles installations électriques, dont Mitendi à Mongafula, UPN à Ngaliema, le poste de Lingwala, le poste de Kimwenza, le plus important de Kinshasa, les sous-stations de Sendwe, Limete, Massina et Gombe en plein renforcement des capacités pour résorber le déficit en énergie dans la capitale. Le point focal de cette visite est la rencontre le 2 avril entre la délégation de la Banque mondiale et les personnes affectées par les travaux de construction de la 2e ligne électrique entre Inga et Kinshasa à Kimwenza dans la périphérie de Kinshasa. Objectif, permettre à ces personnes de rentrer dans leurs droits relatifs à l'indemnisation des biens perdus, notamment les concessions, les terrains, les parcelles et arbres fruitiers. Pour la Banque mondiale, l'argent débloqué doit servir à la stabilisation des ménages concernés et non à leur appauvrissement. Nous allons rentrer momentanément à Butembo où la traque des rebelles ougandais de l'ADF dans les territoires de Beni au Nord Kivu doit conduire à la débandade totale de l'ennemi. Tel est le vœu de la société civile de ces territoires. Jean-Paul Ngaangondi, son secrétaire, affirme que ces rebelles ne sont pas loin du chef-lieu du territoire de Beni. C'est une correspondance de Merveille Kakoulé depuis Butembo. La régie nous fait signe que nous allons passer à autre chose. Tigo RDC a inauguré ce mercredi 9 avril 2014 les écoles de cœur de l'hôpital de Kalembelembe et de l'hôpital général de Kinshasa. Ces écoles scolarisent plus de 3000 jeunes dont l'âge varie entre 3 et 18 ans, se trouvant en situation de rupture scolaire du fait de leur hospitalisation. Patrick Borel-Moukedi, David Tembeni, reportage. Tigo, encore Tigo, la plus novatrice des sociétés de télécommunications en RDC, est venue donner un coup de main à son partenaire, l'ONG Naomi, en créant les écoles du cœur du centre de pédiatrie de Kalembelembe et de l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamaemo. À travers ces écoles dont l'inauguration est intervenue, c'est 9 avril, Tigo et l'ONG Naomi comptent diminuer le nombre de maladies chez les jeunes de Kinshasa. Avec Tigo, nous voulons diminuer ce nombre en installant des écoles au sein même des hôpitaux sur toute l'étendue de la RDC pour le bonheur des enfants, mais aussi des parents. Les écoles à l'hôpital ont été créées dans le monde entier pour permettre aux élèves hospitalisés de ne pas être déscolarisés. Quelle d'émotion pour le directeur général des Tigo RDC, Stéphane Teissedre, après les speeches de Naomi Collin. Une personne qui a énormément de personnalité et de volonté et d'ambition et qui a su convaincre à la fois Tigo RDC mais aussi Reach for Change de l'accompagner dans la mise en place de son projet. Et c'est un projet qui est plus que structurant puisqu'il permet à notre avenir, à votre avenir, à notre futur, à votre futur, eh bien d'avoir les mêmes chances. C'est devant plusieurs invités, dont les conseillers au collège chargés des questions sociales et culturelles du chef de l'État congolais, les professeurs. Faustin Tsakalupungu, qui est la présidente de l'ONG Naomi, a coupé le ruban symbolique de l'école du cœur de l'hôpital général de Kinshasa. Nous allons parler société à présent. Le rond-point pompage se trouve dans un état d'impraticabilité depuis plusieurs années. Les eaux qui s'y stagnent ne permettent pas aux véhicules de circuler correctement. Nos reporters ont fait le constat sur place. Suivez. Le rond-point pompage se trouve dans un état de délabrement très avancé. Tenez, les véhicules en provenance des Kitambo Magasin ont difficile à faire la manœuvre à ces niveaux. En effet, les travaux de 5 chantiers qui ont commencé dans cette partie de la capitale se sont arrêtés à mi-chemin. Aussitôt, les eaux ont envahi le rond-point et la boue s'y est mêlée. Cet état de choses crée non seulement des embouteillages, mais aussi pollue l'environnement. D'où les cris d'alarme de la population. Des problèmes.
Nous avons un sérieux problème. Les travaux de 5 chantiers se sont arrêtés ici. Le parking et le rond-point pompage sont abandonnés jusqu'à Carigresse qui est devenu impraticable. Vraiment, il faut que l'autorité s'y penche. Le rond-point pompage devrait être réhabilité car il est d'un intérêt commun, d'autant plus qu'il est fréquenté jour et nuit par les usagers de la route en provenance de Kitambo Magasin et de Binza Ozone. Vous le savez, depuis peu, le commissaire général de la police nationale ville de Kinshasa, le général Célestin Kanyama, a interdit la consommation de la bière avant 17 h dans tous les bistrots et autres débits de boissons exerçant en pleine heure leurs activités, décision qui ne rencontre pas l'assentiment des tenanciers et consommateurs. Reportage chez Déon Lukumwena et Jusen Belebele. Au quartier Matongé dans la commune de Kalamou, un des coins les plus chauds de la capitale, la pilule est amère à avaler. Pour le ZAN, le délai imparti dans la mesure portant interdiction de consommation de la bière avant 17 h doit être revu. Nous n'arrivons pas à vider nos stocks avec ces timings. Pour les autres, c'est une atteinte à la liberté individuelle car consommer la bière fait partie des habitudes quotidiennes des Kinois. Les Kinois aiment l'ambiance ainsi que la débrouillardise et la bière les accompagne. Même le chef de l'État nous a offert la bière après son élection. Par-dessus tout, l'histoire renseigne que pareille mesure ne fait pas long feu car elle souffre généralement de manque de suivi. C'est donc une affaire à suivre. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a pris plusieurs mesures depuis sa prise de fonction à la tête de l'exécutif provincial. Des belles mesures, mais qui posent problème quant à l'applicabilité. La dernière en date, c'est le contrôle technique de tous les véhicules roulant sur les artères de la capitale. Le commentaire est de Lydia Elambo. Pour l'opinion publique, certaines mesures prises par le gouverneur de la ville André Kimbuta Yango souffrent d'un manque d'application. Il se rappelle pêle-mêle de l'interdiction des véhicules, la coloration des taxis et taxibus en jaune et bleu figure aussi sur la liste des contrôles techniques de véhicules, particulièrement de minibus, des transports publics. L'identification des taxis-motos, l'interdiction des tapages nocturnes et diurnes, l'interdiction de la vente de l'eau en sachet. Elle est morte de sa belle mort. À l'heure actuelle, le vendeur d'eau pure circule au nez et à la barbe de la police nationale congolaise, qui les traquait pourtant sans pitié il y a quelques mois. En effet, le gouverneur de la ville doit mettre en place des mesures d'encadrement censées accompagner toutes les décisions prises par l'exécutif provincial pour permettre à la ville de Kinshasa et aux Kinois de vivre dans les normes comme sous d'autres cieux. Au cours d'un point de presse avec la presse, ce 9 avril 2014, l'ambassadeur égyptien en RDC, Ibrahim Ashraf, a abordé les questions liées à l'organisation de la présidentielle pour fin mai 2014 en Égypte. Les diplomates ont rassuré que toutes les dispositions ont été prises pour organiser des élections crédibles afin d'assurer la paix pour redécoller. Ibrahim Ashraf a confirmé que jusqu'ici, 3 personnes, dont les célèbres maréchals redévenus civils Sissi, ont déclaré leur intention de compétir à la magistrature suprême. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et un commentaire de Domomat. De nombreux journaux parus ce mercredi reviennent sur l'affaire Bemba. Ainsi titre l'avenir, affaire Bemba, la clôture du dépôt de preuves fixée au 2 juin. La procureure de la Cour pénale internationale et les représentants des victimes, écrit le journal, ont jusqu'au 2 juin 2014 pour présenter par écrit leurs conclusions. Ce sera ensuite au tour de la défense d'apporter les éléments des preuves. Cette séquence de dépôt de preuves, renchérit le dépêche de Brazzaville, intervient après l'audition à huis clos des témoins présentés par la procureure, la défense ainsi que le juge. Forum de ZAS déplore que les dépositions des témoins se soient déroulées à huis clos, ce qui est une première dans une procédure qui doit briller par son équité et sa transparence. Pour bon nombre d'observateurs, selon le quotidien, Jean-Pierre Bemba serait jugé dans l'opacité.
Si les juges de la CPI parviennent à faire respecter l'ultimatum de la clôture du dépôt d'éléments des preuves au 2 juin 2014, cela leur permettrait de pouvoir se prononcer avant cette année. L'on n'est pas encore là, néanmoins il y a lieu, selon la prospérité, d'épiloguer sur l'hypothèse de la libération du chairman du MLC. Une libération qui pourrait incontestablement bouleverser la donne dans l'univers politique congolais. Une libération qui pourrait incontestablement bouleverser la donne dans l'univers politique congolais. Surtout qu'elle interviendrait, toutes choses restant égales par ailleurs, dans un contexte où les débats sur la fin du mandat de l'actuel président, Joseph Kabila, fait rage dans l'opinion. Subsidiairement, note les guides, le procédure pour outrage à la cour intentée en marge de ces procès et visant notamment Jean-Pierre Bemba, son ex-avocat Aimé Kilolo et les députés congolais Fidel Babala se poursuivent. Géopolis revient sur les commémorations du génocide à Kigali. Les bi-hebdomadaires estiment que Paul Kagame a épuisé les fonds de la marmite. Le temps de la commisération est ainsi dépassé. Même les crimes les plus abjects comme celui du génocide ne peut donner que ce qu'il a, c'est-à-dire la conscience du mal et l'engagement pour que celui-ci ne se répète plus. Au-delà, c'est une instrumentalisation basée sur une victimisation continue qui finit par devenir immorale. Fin des citations. Le phare évoque à sa une les nouvelles rumeurs sur Louis Koya Diallo. En Bandaka comme à Kinshasa, des sources difficilement vérifiables et contrôlables ont laissé courir le bruit selon lesquels le gouverneur de la province de l'Équateur aurait fait une rechute, ce qui donnait à penser à l'aggravation du mal qu'il avait éloigné du pays pendant 6 mois. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. C'est la fin de ce journal. Restez branchés au programme de votre chaîne. Au revoir.